Bonjour à tous. Donc, j'ai l'honneur d'être invité ici par SmartRx pour parler des biosimilaires qui représentent vraiment l'avenir économique de la pharmacie. Alors, les biosimilaires, c'est un sujet qu'on connaît bien, l'UDGPO, puisque c'est un sujet en fait qui existe chez nous depuis de nombreuses années. Comme vous le savez, on a eu d'abord un droit de substitution des biosimilaires dans les années Touraine. C'est Marisol Touraine qui nous avait accordé ce droit. Mais ce droit, en fait, n'avait pas fait l'objet d'un décret d'application. Et il y a un laboratoire français de générique qui a voulu commercialiser donc un des premiers biosimilaires, l'enoxaparine, en disant en fait aux pharmaciens, mais vous pouvez y aller parce qu'il n'y a pas de décret d'application de cette loi, mais nous pensons que la loi est assez précise pour pouvoir se passer de ce décret d'application. Il se trouve que, comme nous représentons quand même beaucoup de pharmaciens en France, nous avons voulu faire les choses bien. Et donc nous avons demandé au Conseil d'État, nous avons écrit au Premier ministre qui était Édouard Philippe à l'époque, et au Conseil d'État de préciser, d'obliger le gouvernement à sortir ce décret d'application qui n'était pas sorti depuis 3 ans. Il se trouve que la réponse du gouvernement a été très néfaste pour la profession, puisque au lieu de sortir le décret d'application, ils ont simplement abrogé la loi et ont fait que le droit de substitution en fait, des biosimilaires a carrément disparu. C'est Agnès Buzyn qui a fait ça, et en disant, bon, de toute façon, on verra plus tard, je vais mettre sur pied une commission Théodule, pour définir un nouveau droit de substitution qui répondra plus à l'intérêt des patients. Sur ce, le Covid est passé, les pharmaciens ont été en première ligne, ont été au front, et donc on a obtenu in fine ce droit de substitution avec un décret d'application, mais qui est très restrictif, puisque nous avons maintenant le droit de substituer uniquement 2 molécules, le filgrastim et le pegfilgrastim, qui sont des molécules qui sont certes intéressantes, mais qui économiquement ne représentent pas le gros du marché des biosimilaires. Les biosimilaires, il faut savoir que c'est 5 milliards d'euros d'économie potentielle pour l'assurance maladie. Et c'est quelque chose que nous ne nous expliquons pas. Comment est-ce qu'on peut, à l'heure actuelle, avec les déficits qu'on a et avec l'argent que va chercher la sécurité sociale sur les génériques, sur des molécules qui valent très peu d'argent. L'amoxicilline, on a connu une crise très grave avec des ruptures très importantes du fait que la France ne remboursait quasiment pas ces molécules. L'amoxicilline pédiatrique, c'était 76 centimes. D'accord ? Donc quand on a un phénomène de tension mondiale, eh bien, les laboratoires préfèrent vendre dans les pays où ils gagnent plus d'argent. Et donc en France, on a été confronté à cette crise grave, digne d'un pays du tiers-monde, où des mamans venaient pour des enfants de 6 mois qui avaient de la fièvre, et on n'avait aucune réponse pour eux parce qu'on n'avait plus d'amoxicilline à vendre. Tout ça alors qu'on a des gisements d'économie potentiels énormes qui représentent donc ces 5 milliards d'euros. Donc il faut que la pharmacie s'en empare et on est en train de le faire. C'est pour ça d'ailleurs qu'on va faire une conférence dimanche ici à Pharmagora Plus sur ces enjeux-là, ces enjeux économiques du générique, du biosimilaire, pour que la profession continue de pousser sur ce sujet-là, qui est très important encore une fois pour l'économie de l'officine, puisque les moteurs Covid se sont arrêtés, et bien maintenant il faut que ces moteurs-là prennent le relais du générique et fassent que toute la filière donc pharmaceutique puisse bénéficier de ce droit de substitution qui est encore une fois quelque chose de très vertueux. Parce que c'est vertueux à la fois pour l'État, pour la collectivité et vertueux pour l'économie de l'officine. Donc c'est un combat que nous menons déjà depuis plusieurs années, comme je vous l'ai dit, et que nous continuerons à mener dans le futur pour que ça aboutisse à ce que la raison prime et à ce que l'officine redevienne attractive économiquement pour toute la jeune génération qui y arrive. Si vous avez des questions, peut-être, sur le sujet. Alors, il y a 2 choses. Il y a d'abord un gros lobbying de l'industrie pharmaceutique qui n'a pas intérêt à ce que cette substitution se fasse. Donc, malheureusement, cette industrie-là s'appuie sur les patients. Et donc, elle instrumentalise des associations de patients qui sont concernés par ces thérapies en disant, ben voilà,
certes, c'est une copie, mais c'est pas la vraie copie. Et même, ils vont jusqu'à dire, mais le dispositif médical change. Alors qu'on parle de traitement où il y a une piqûre par mois. En disant, mais si la piqûre change, je vais avoir plus mal que l'ancienne piqûre, donc je ne veux pas. Voilà. Donc ça, ce sont des associations de patients qui sont instrumentalisées par l'industrie pharmaceutique et qui interpellent le gouvernement sur ces problématiques-là. Donc il y a d'abord ça. Et puis, il y a aussi un lobbying des médecins qui ont ce réflexe corporatiste, comme pour la substitution au temps des génériques, et qui disent qu'il faut qu'on garde la main sur ces médicaments-là parce qu'ils sont un peu plus complexes que les autres, alors que ce n'est pas vrai. Et encore une fois, le seul professionnel du médicament qui existe en France, c'est le pharmacien. Alors, en Europe, la substitution est déjà très présente, parce que, encore une fois, c'est un gisement d'économie majeur et tous les pays s'y engouffrent parce que les systèmes de santé n'ont pas les moyens à la fois de financer l'innovation qui est très chère, très coûteuse, et le tout venant qui existe. Et quelque part, le système français est pervers parce qu'on met beaucoup d'argent sur des traitements qui sont certes très efficaces, mais qui profitent à très peu. Et on délaisse l'immensité de la population qui a besoin de traitements qui sont certes moins pointus, mais qui font le quotidien. Le traitement antihypertenseur, les antibiotiques, voilà, ce sont des choses dont on a besoin couramment. Et il ne faut pas... il faut bien sûr financer les traitements de pointe, mais pas au détriment de ce qui va bénéficier à l'immense majorité de la population. Merci.